J'aimerais bien qu'on s'arrête un instant sur la question de la place du corps dans le processus de transformation. Donc c'est un peu à l'inverse. Est-ce que vous diriez qu'un changement de vie passe aussi par le corps? Je m'explique. On connaît par exemple l'expression se prendre la tête. Est-ce que le corps peut aussi être un centre de transformation selon vous? Alors oui, absolument. D'une façon ou d'une autre, on sait bien que le corps est premier, enfin je veux dire quoi qu'on mette derrière, hein. Comme la philosophie m'a de fait servi un peu de thérapie d'une certaine façon, elle m'a servi à trouver la formule de cet échec et de cette vie étrange et un peu déroutante après coup que j'avais menée pendant 10 ans. Bien sûr, je me suis orienté vers la question du corps et de l'effort. Ma question à moi, c'était un peu effort et subjectivité. C'était savoir exactement ce qui résiste au-delà, évidemment, de la pesanteur, de la résistance physique et du corps objectif. Ce qui nous résiste dans l'effort, y compris, et à commencer par l'effort physique. Est-ce que le corps est le lieu d'une transformation? Oui, bien sûr. D'abord, il est le lieu de la genèse, il nous porte au monde. Quant à moi, il a été le lieu d'une certaine formation. Je me demande encore souvent aujourd'hui ce que je serais devenu, et notamment physiquement. Je me demande souvent à quoi je ressemblerais si je ne m'étais pas enfilé 3 ou 400 000 km de vélo comme ça, par tous les temps. Je serais sans doute assez différent, y compris physiquement. Et donc, quand il a été question pour moi de faire de la philosophie, j'avais des questions à lui poser. Moi, je voulais comprendre ce que j'avais fait. J'avais sans doute aussi besoin de me prouver à moi-même que, évidemment, toute cette expérience n'avait pas été vaine ou seulement absurde comme elle paraissait l'être. Je me suis interrogé en quoi la vie consciente s'enracine dans le corps et les projets explicites, en quoi s'enracinent-ils, pour ce qui me concernait, dans le corps en tant qu'il est à la fois nous-mêmes et à la fois la première manifestation de l'altérité. C'est ça qui m'a intéressé. De quels outils, de quels avantages dispose un ancien coureur cycliste devenu philosophe pour embrasser ces deux aspects justement, corps-esprit? Au début, il dispose de pas beaucoup d'avantages, je dois dire. J'avais appris à m'obstiner, à ne pas me décourager comme ça et à m'organiser un peu devant la tâche. Pour le reste, ma formation était très insuffisante ou alors le désir ne me manquait pas. Au seuil d'études comme ça, surtout quand on n'est pas à un moment de sa vie sociale où on est obligé de les entreprendre, le désir est tout ce qui compte. Alors que les coureurs du Tour de France s'apprêtent à prendre le départ à Brest dans moins de 4 heures, parole ce matin à un ancien coureur. Sur France Inter, cet été, on vous a entendu dire « C'est à vélo que j'ai appris à vivre ». Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Quel angle philosophique peut-on donner au cyclisme? Aujourd'hui que mes appétits me dirigent vers d'autres choses que le sport, qui par ailleurs pourtant continue de me faire vivre, je suis souvent ramené au fait que je suis un cycliste ad vitam. C'est-à-dire que le corps du cycliste est engrené à la machine, à la rotation des pédales. On s'imagine que pédaler n'est rien, en quelque sorte, n'est rien d'autre que produire une sorte d'énergie thermique. Donc oui, avoir appris à vivre à vélo, c'est un fait. Si j'ai suivi un autre parcours, j'aurais appris à vivre ailleurs. Ça n'est pas que mécanique, écrivez-vous. Et pour apprécier le cyclisme à sa juste valeur, il faudrait donc commencer par ne plus y voir qu'une seule discipline sportive. C'est bien d'autres choses. Oubliez le sport pour y voir d'abord une leçon de vie. Quelle leçon de vie le cyclisme vous a-t-il inculqué ? J'ai vécu cette vie un peu particulière qui consiste à faire de 2 à 6 heures de vélo par jour, à être souvent parti de chez soi, être souvent en déplacement, en voyage, à partager sa chambre avec un autre coureur et ses repas avec les coureurs et à vivre entre vélos et beaucoup en voiture et dans des chambres d'hôtel pas terribles, etc. Aujourd'hui, j'en suis fait. C'est là, par exemple, que néanmoins, j'ai trimballé avec moi ma vie affective, ma vie amoureuse, mes complexes, mes interrogations. Se confronter à l'existence, c'est beaucoup une affaire de circonstances et on en est pétri ensuite, y compris physiquement, des lieux où on a éprouvé tel sentiment, du moment où on s'est perdu, ça fait un peu lyrique, où on s'est perdu dans les étoiles. Parce qu'un des grands luxes de la vie de coureur cycliste, c'est qu'on a beaucoup de temps à perdre. On s'ennuie beaucoup. Parce que la course ou l'entraînement c'est quelques heures par jour, mais tout le reste on est oui c'est ça, en transit plus ou moins et voilà, j'ai passé beaucoup de mon temps en conversation désultoire comme ça, insignifiante et à rêvasser et voilà, oui en partie j'ai appris à vivre dans cette existence un peu singulière, ouais. J'imagine qu'il n'y a pas que du négatif dans la nuit, c'est aussi propice à la réflexion, quelque part. Oui, la réflexion explicite, c'est pas sûr, mais évidemment, la pensée, cette couche que mon cher Merleau-Ponty appelle antéprédicative,
ce lieu où la pensée s'enracine dans la vie du corps, celle-là ne cesse jamais. Il y a quelque chose de forcément productif, même si ce n'est pas conscient et pas déterminé, dans l'ennui, de la même façon qu'on sait très bien depuis qu'on est enfant que la nuit porte conseil ou bien qu'elle aide à retenir ses leçons. L'activité de l'esprit ne cesse jamais. Et même quand on est occupé par la brutalité de l'effort physique, quelque chose opère. Qu'est-ce qu'on vient transcender dans cet effort, dans ce dépassement de soi ? Performer, ça signale quand même quelque chose comme percer sa forme. Et se dépasser, c'est-à-dire se projeter au-delà de soi, en bonne logique, c'est une opération risquée. C'est souvent oublié, c'est-à-dire que la performance, ce n'est pas forcément par définition quelque chose de très sécure ou de très sain. Et pour ce qui concerne le cyclisme, à mon avis, il y a plusieurs époques, et même le sport en général, sans doute, quand on cherchait à performer à vélo il y a 30 ans, ou comme moi j'ai commencé à faire du vélo, et jusqu'à une époque plus récente. Par exemple, au pied d'un col, quand on sait que l'effort va être rude et qu'il va falloir s'accrocher, on cherchait à se dépasser au sens où on cherchait juste à s'accrocher et à se dire je vais aller le plus loin possible. On est un peu en fatigue dans ces cas-là, on se dit je vais mourir s'il le faut, mais je lâcherai pas et je vais tout donner, comme on dit. Et là, on visait une forme d'inconnu, c'est-à-dire vraiment un au-delà de soi-même. Cette transcendance qui me donne l'occasion d'évoquer la fable d'Actéon. Actéon, le chasseur, qui surprend Diane au bain et laquelle le punit en le transformant en gibier, en cerf, je crois, et Actéon est dévoré par ses chiens. C'est-à-dire qu'il s'est confondu et dissous dans l'objet de sa quête. L'individuation se disloque et n'a plus de sens. Et la transcendance, c'est ça, à mon avis. Et aujourd'hui que la physiologie sportive a beaucoup progressé, les athlètes, à mon avis, ne se dépassent plus dans ce sens-là, mais ont déjà en tête, avant de produire leur effort, une sorte de pattern qui a été scientifiquement établi et auquel ils cherchent à coïncider au plus près. Quand un coureur arrive au pied d'un col dont il sait que ça représente 20 minutes d'effort, il sait exactement quelle puissance il peut tenir pendant ce temps-là, et il va plutôt chercher à épouser la forme de lui-même que la science aura définie qu'à la percer. D'une certaine façon, le dépassement a disparu. Ça ne veut pas du tout dire que c'est moins difficile qu'avant et que les coureurs sont moins bons. Et il y a quelque chose de l'ordre d'un désenchantement de l'effort là, qui s'est produit, à mon avis. J'ai relevé une phrase dans votre dernier ouvrage « Comment lire des livres qu'on ne comprend pas » aux éditions Premier Parallèle, à savoir, vous avez appris à vous préparer à la lecture comme on se prépare au combat. Le concept de la collection est de passer par le terrain pour aller vers les idées, alors j'imagine que c'est une démarche qui doit beaucoup vous parler. Quand Amélie Petit, qui a créé les éditions Premier Parallèle, m'a proposé d'écrire un texte pour cette petite collection qui était supposée être une collection pratique, j'étais un peu pris au dépourvu et je lui ai dit presque sur le ton de la plaisanterie, je peux te raconter comment j'ai appris à lire avec mon corps. Elle m'a pris au mot, elle a trouvé que l'idée était bonne et j'étais moi-même surpris de pouvoir développer ça. Alors se préparer à la lecture comme on se prépare au combat, oui, absolument. Je raconte comment moi je me suis confronté à la lecture de textes philosophiques avec ce que j'étais à ce moment-là. J'étais principalement un corps en forme qui n'était pas, pour le coup, formé à la philosophie. Quand j'ai voulu travailler sur la question de l'effort, j'ai voulu écrire une esquisse de phénoménologie de l'effort ou de phénoménologie du corps pédalant. Alors on m'a dit, tiens, il va falloir que tu te confrontes à la lecture de la phénoménologie de la perception. On ne m'a pas dit, il va falloir que tu te confrontes, mais on me l'a laissé comprendre que ça n'allait pas être facile parce que le texte est long déjà, et qu'il est un peu obscur à première vue. Phénoménologie, on pourrait dire que c'est partir de l'expérience réelle plutôt que des concepts. Phénoménologie de la perception de Maurice Merleau-Ponty, un texte de 1945. Je me suis assis devant, j'ai lu la première page et oui, j'ai vécu ça comme une épreuve physique parce que j'ai l'impression de me cogner à un mur. Et puis j'étais toujours pris en fait dans ces vieux complexes, ces vieilles affaires de légitimité devant la culture, etc. J'étais intimidé par le texte aussi. La timidité, c'est quelque chose d'éminemment physique. On la vit presque comme un mal de ventre, enfin. Et alors ce texte m'a fait un effet comme ça. Je me suis dit, mais comment je vais faire ce que j'avais appris en 10 ans de vie athlétique, et même plus au fond, parce que j'ai commencé le sport très tôt. C'est quand même à me rassurer par rapport à mes malaises physiques. Je savais qu'il n'allait rien m'arriver de grave à la fois, mais qu'il fallait que je trouve une façon de m'organiser, physiquement parce que je ne savais m'organiser que sur ce plan-là, pour affronter la difficulté, en l'occurrence la difficulté de ce texte. Sans doute je me suis réinstallé dans des petits rituels, des petites liturgies qui étaient les miennes